Pour découvrir le monde au ralenti, on reprenait le train. Et si finalement, ce n'était pas la destination l'important, mais plutôt la route qui y conduit. En abandonnant l'avion pour privilégier les trains régionaux, les trains de nuit ou les trains grande ligne, j'ai eu envie de retrouver le goût de l'évasion à 2 pas de chez moi ou à l'autre bout de l'Europe. Autant de morceaux de France et d'Europe à croquer en podcast, le temps d'une échappée feuilletonnée à picorer chaque semaine à la pause déjeuner. Chouchou, le podcast qui te remet sur les rails, raconte des histoires d'escapades ferroviaires pour t'aider à t'évader, t'inspirer et pourquoi pas imaginer ton prochain voyage en train dans ta région ou beaucoup plus loin. Je suis de retour dans la vallée du Lot pour continuer mon échappée à la découverte de ce territoire où l'art se conjugue avec la nature. Si je te disais que dans les entrailles du Causse du Quercy se cache un animal mystérieux disparu depuis des millions d'années, et qu'un artiste lui redonne vie dans le jardin de sa maison à Bouziès. Cette créature s'appelle le Cadurcotherium et nous raconte une histoire incroyable qui nous mènera au fond du gouffre des phosphatières du Cloup d'Oral, porte d'entrée vers un univers insoupçonné et oublié de tous durant des années. Frédéric, un véritable passionné de sciences et d'histoire, sera mon guide durant cette aventure à travers le temps. Puis, une fois remonté à la surface, je poursuivrai mon voyage à la rencontre de Patrick, un sculpteur autodidacte et inclassable, capable de transformer le métal en animal monumental. Ouais, bonjour. Bonjour. Salut. Ça va ? Ça va. J'ai découvert ces phosphatières avec ma femme que j'ai rencontrée en fait pendant mes études. Donc avec un groupe d'étudiants en 1999, on est venu faire un week-end ici. J'ai découvert ce site à ce moment-là, à une époque où il n'était pas du tout aménagé comme il est aujourd'hui. Et il m'a énormément plu. C'était vraiment brut avec de l'herbe haute un peu partout. Et puis on a serpenté dans un chemin au milieu des broussailles en fait pour arriver à l'endroit où il y a le petit wagon là actuellement, donc pour découvrir le lieu et puis d'un coup arriver devant ce gouffre. Là on est où ? On est dans une forêt ? On est dans une forêt, au cœur du parc naturel régional des Causses du Quercy. Et là, on découvre un petit wagonnet, donc, qui est le vestige de cette ancienne activité qu'il y a eu sur ce site. Donc ici, il y a eu une exploitation minière qui a duré finalement assez peu de temps, au 19e siècle, et donc qui a en fait donné lieu à une exploitation d'un minerai qu'on appelle la phosphorite. Et ce minerai contient du phosphate, et du coup, il était utilisé pour fabriquer de l'engrais. Et donc du coup, un homme qui s'appelait Jean-André Poumarède, en 1865, a remarqué dans un champ cultivé qui poussait bien à 15 km d'ici, qu'il y avait en fait cette phosphorite présente. Donc il a découvert la première phosphatière. Bonjour, je m'appelle Jean-André Poumarède, chimiste, docteur en médecine et pharmacien. En 1865, lors d'une promenade chez mon beau-frère Achille, près de Caylus, à quelques kilomètres d'ici, j'ai fait une découverte en observant un champ de blé. J'ai remarqué la beauté incroyable des épis à l'extrémité du champ. Ma jeunesse a été très urbaine. En fait, je vivais en centre-ville, donc avec beaucoup de bruit autour de moi. Donc je me suis toujours senti assez mal en fait en ville. Et donc je passais énormément de temps au Jardin des Plantes à Toulouse. J'ai toujours aimé être plutôt dans la nature qu'au milieu du béton. Quand je regardais la télé, je regardais plutôt les chaînes de découverte, les documentaires, etc. Et donc c'est vrai que ma passion, c'est de savoir un petit peu pourquoi on est là. Comprendre le monde dans lequel on vit, avec des choses très polyvalentes, du coup de l'histoire, de la science, de la géographie. J'ai toujours été passionné par la géographie du monde, etc. Et puis j'ai eu l'occasion de voyager dans pas mal de pays autour de la Méditerranée principalement. C'est impressionnant, faut pas avoir le vertige. Hein. Oui. Donc Wow. 21 mètres de profondeur. Là. Ok. Donc là, on est en présence d'un gouffre
Ok, on a l'impression de changer de monde un petit peu, c'est Oui. étonnant, hein. C'est vrai que quand on descend à l'intérieur, on a l'impression d'être dans le monde de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, etc. Dans les années 1865-1870, le cours de la phosphorite était haut, puisqu'il y avait très peu d'endroits au monde où on en trouvait. Et c'est une période aussi où la région était très différente d'aujourd'hui. Il n'y avait pratiquement aucun arbre autour de nous. Le vignoble de Cahors était installé également tout autour, et les villages étaient beaucoup plus peuplés. Et donc cette population, au moment où on a découvert ces phosphatières, est venue en masse, d'ailleurs on la voit sur ces photos, travailler dans les phosphatières. Et donc quand les mineurs donnaient 20 coups de pelle, il y avait 19 pelles d'argile et seulement une pelle de phosphorite. Donc comme on le voit ici sur les schémas, les mineurs remontaient ça grâce au système de treuil, et c'était trié à la main par les familles des mineurs. Les gens qui ont travaillé dans les phosphatières, c'était les agriculteurs locaux. Ils ont brièvement travaillé dans les phosphatières, puis sont revenus à l'agriculture où ils sont partis. Et donc effectivement, oui, il y a des descendants de ces mineurs qui vivent toujours ici. Et donc régulièrement, on a des échanges comme ça, des dons qui nous sont faits. Là, par exemple, l'une des photos qu'on montre pendant la visite, elle a été donnée par une famille locale. On a de temps en temps des documents en fait qui nous sont donnés, des lettres de mineurs, des choses comme ça, etc. Donc c'est vrai que c'est assez émouvant parce que il y a un échange comme ça. Les gens redécouvrent leur mémoire et en même temps alimentent cette mémoire en nous portant des documents ou des témoignages là-dessus. Dans les phosphatières, Jean-André Poumared, le premier, et puis des mineurs, ont trouvé des choses bizarres à l'intérieur, comme ceci. Ah Alors oui, ça, là, ce que c'est plus du je tout de suis la en roche. train de montrer là, alors si c'est de la roche, Si, mais en fait on dirait c'était un aussi os, non? un tibia. Et c'était un tibia d'un rhinocéros qui a vécu Ah oui. ici entre la disparition des dinosaures et l'apparition de l'être humain. Donc c'est un fossile. Ok. Et ces fossiles, ils contiennent dans les phosphatières 90% de phosphate. Autrement D'accord. dit, à l'époque, c'était pas question que les paléontologues les étudient, puisque ça valait très cher, c'est ce qui est le plus concentré à l'intérieur des gisements, c'était broyé pour donner de l'engrais. Et donc à l'heure actuelle, il y a plus de 200 phosphatières qui ont été étudiées, datées, ils y ont trouvé des millions de fossiles. Tu sais que c'est la première fois de ma vie, je pense, que je vois un fossile, en tout cas de cette taille. Oui. Je suis même pas sûr Mmh. d'avoir vu déjà Mmh. un fossile dans ma Mmh. vie, je pense. Je suis même pas sûr. C'est assez... Mmh. C'est émouvant quand Ouais, même de non, se c'est dire vrai que que c'est un animal qui a vécu ici Ouais. il y a quoi, des millions d'années? Ah ouais, il y a 30 millions d'années environ. Ouais. Moi, j'avoue que à chaque fois que je vois quelque chose qui a voyagé dans le temps comme ça, parce que ça a voyagé dans le temps quelque part, c'est très vieux. Et c'est vrai que chaque fois que je vois même des roches, en fait, ces couches de roches avec lesquelles on bâtit, là, le mur qui est derrière nous, il est bâti avec ces roches-là qui ont 170 millions d'années. C'est vrai que c'est assez émouvant parce que ces roches gardent ces traces-là, quoi. Et donc c'est vrai que de tenir dans sa main comme ça un fossile qui a 30 millions d'années, ouais, c'est très émouvant, effectivement. Donc là, on a une carte, on est à peu près au centre de cette carte, notre site. Et puis il y a plein de petits points rouges partout, au sud et au nord principalement. Ce sont des phosphatières qui ont été exploitées. Elles sont toutes localisées pratiquement entre la rivière Lot qui est au nord et les gorges de l'Aveyron qui sont au sud. L'histoire de ces phosphatières, elle est intimement liée à l'histoire du territoire, donc des Causses du Quercy et du parc naturel régional des Causses du Quercy. En effet, l'ensemble de ce territoire est fait de calcaire. Et ce calcaire, il s'est formé au Jurassique. Le paysage, à l'époque, il ressemblait à ce que je montre là, c'est-à-dire à un paysage de plage des Bahamas. Donc l'archipel des Bahamas qui est situé au large de la Floride, donc avec de vastes étendues blanches, et puis de l'eau azur, un ciel azur. Et donc à l'époque, l'Europe était un archipel d'îles tropicales, et la région de vastes plages comme celle-ci. En 2003, j'ai demandé à être saisonnier d'été et depuis je suis jamais reparti de ce site parce qu'il me plaît énormément et justement on y retrouve un petit peu toute cette diversité de thèmes avec l'histoire du pays du 19e siècle et puis également ces fameux paysages exotiques qu'on retrouve en Asie et puis en Afrique du Nord avec les forêts tropicales, les savanes, les zones un peu désertiques, etc.
Et ça fait vraiment écho avec mon envie de voyager, parce que finalement, quand je fais mes visites, je voyage sans bouger, quoi, en fait, dans le temps et dans l'espace. Et après, le côté vraiment nature luxuriante qui est à l'intérieur, gouffre rempli de fougères. Voilà, chaque saison, on a des visions différentes, etc., des atmosphères différentes. Et chaque jour qui passe, d'ailleurs, d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, on a des ambiances complètement différentes. Et c'est ça qui me plaît sur ce site. Voilà, donc là on est à 21 mètres de profondeur par rapport à la surface, donc c'est l'endroit actuel le plus bas du site. Et donc là on a tout un squelette d'un animal avec sa mâchoire supérieure, sa mâchoire inférieure, sa colonne vertébrale, l'une de ses pattes avant et l'une de ses pattes arrière terminées par 3 gros orteils. Cet animal, au 19e siècle, ils l'ont appelé le Cadur coterium, donc ce qui signifie la bête sauvage de Cahors. Ensuite, on a un carnivore avec des dents pointues et aiguisées, de la famille des félins, proche des lions. Et cet animal-là, donc une carapace de tortue terrestre. Qu'on reconnaît facilement. Voilà. Et donc, les 3 premiers nous disent qu'il y a 28 millions d'années dans la région. Donc, on avait des rhinocéros, on avait des lions, on avait des gazelles. Ça veut dire que c'était la savane à l'époque. Il est temps de quitter le Causse pour rejoindre la rivière du Lot. En empruntant le chemin de halage depuis Saint-Cyr-la-Popie, on atteint Bouziès après 1h30 de marche. Vous savez combien de temps vous êtes à la maison là ? On a calculé l'autre jour, ça fait 13 ans maintenant ? C'est dans ce petit village en pierre très typique que vivent Patrick et Manuela. On a vécu en caravane. Ils m'accueillent dans un ancien corps de ferme qu'ils ont entièrement rénové. Oui, on était vite, on était relativement vite. Bah ouais. Vous avez tout fait vous-même ? Pratiquement. Même les ouvertures ? Oui. Est-ce que tu veux lui faire un tour avant de partir ? J'ai toujours été manuel en fait. Il fallait toujours que je triture quelque chose. J'ai fait l'école hôtelière, donc je suis cuisinier de formation. Bon, finalement, ça me plaisait pas trop, donc j'ai commencé à faire des bricoles. Tu vois, j'ai fait des masques en cuir. Donc je m'étais inscrit à l'époque comme artisan d'art. Je peignais sur verre, cristal et porcelaine avec une laque donc qui rappelait les pâtes de verre des années 30, tu vois. Et c'est un produit qui a marché pendant relativement longtemps. À côté quand même de cette production artisanale, j'avais une production, tu vois, plus artistique, tu vois. Je faisais déjà de la sculpture, je faisais des personnages. Alors je travaillais en terre, mais j'avais pas de four pour les cuire, donc j'avais inventé un matériau, tu vois, une pâte à bois mélangée à une pâte plastique, tu vois, un truc qui soit quand même plus solide que la terre crue, tu vois. La terre crue, c'est fragile. Et puis j'ai commencé aussi à faire des personnages, des lutins, des elfes, qui marchaient très bien. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que la production artisanale m'épuisait, parce que plus j'en faisais, plus je vendais. Et c'était pas ce que je voulais faire. Donc du coup, j'ai basculé du jour au lendemain dans cette production plus artistique. Moi, j'ai toujours du mal de me décrocher d'une pièce, parce que je me dis, là, finalement, ça me plaisait, mais ça me plaît plus. Il faut que je me fasse violence pour sortir d'une pièce, parce qu'en fait, j'en sortirai jamais, tu vois. Et quand je regarde la pièce, à un moment, je me dis, c'est toi qui as fait ça. Je pense que quand tu es là-dedans, après, tu ne penses plus qu'à ça. La nuit, le jour, quand tu rencontres un problème sur une pièce, une difficulté, en fait, tu ne vis plus, quoi. Tu penses plus qu'à ça. Ok, donc là, on est dans ton jardin. Il est peuplé d'animaux qui ont des tailles assez monumentales. Là, tu as une pièce. Alors, en fait, ces 2 pièces-là, le Caducotherium et le ptérosaure, c'est la phase 2 d'une commande passée par le parc naturel. Ils ont sollicité des villages dans lesquels ils s'étaient trouvés des fossiles. Alors, c'était un peu particulier. Il fallait que le paléontologue nomme le fossile avec le nom du village ou de la commune. Moi, le parc m'a demandé de recréer en 3D, donc en sculpture, des représentations qui avaient été faites des fossiles qui avait été trouvé, tu vois. Le Caducotherium, il y avait suffisamment pour que je puisse, tu vois, sortir un truc qui tienne la route. Par contre, le ptérosaure,
En fait, il n'y avait pas de représentation. Donc il a fallu faire rentrer en contact avec Alexandre qui tient la plage au ptérosaure pour essayer d'avoir des trucs définis, à savoir, par exemple, tu vois la taille de la crête, quelle taille elle avait. Elle était grande, elle était petite, tu vois. Là, les mecs, ils savent pas. Tu vois les parties pointillées, c'est des os qui n'ont pas, et donc ils n'ont pas pu mettre les vraies dimensions. Alors avec ça me donne une petite idée, mais il m'en fallait quand même un peu plus. Tu vois, là, il n'y a pas de crête, par exemple, tu vois. Je commence à faire un contour, je fais une patate. Et puis cette patate, je vais la retourner, je vais donner du volume dans l'autre sens. Et là, je commence après à affiner, à mettre la position. Je vais dessiner par terre. Et après, avec une barre de métal, je vais venir suivre le dessin que j'ai fait. Ensuite, je vais consolider l'intérieur. Et après, je vais donner la forme. Le cou, je vais l'arrondir, tu vois. Le poitrail, je vais donner la forme. Je vais faire un quadrillage. Et après, je vais donner la position. Après, alors tu vois, le fer à béton, il vient épouser donc l'armature. Je fais des points tous les 2 cm à peu près. Et après, je viens meuler et brosser. Et c'est ce qui va donner, en fait, tu vois, cet effet de matière. Donc, en fait, quand c'est fini, la pièce est complètement brillante. Et au fur et à mesure, elle va s'oxyder. J'ai une question, tu travailles avec de l'acier. Comment tu fais pour en faire une matière que tu modèles comme tu le souhaites? Tu utilises un chalumeau? Alors non, en fait je prends du 6 mm, tu vois, 6 mm de diamètre, qui est quand même assez costaud, hein, mais en fait je tords tout à la main. Sur le rhinocéros, il y a 6 km de fer à béton en linéaire, 6 km. Et donc, tout est tordu en fait à la main. Le fait de travailler avec des techniques que tu inventes, en fait, c'est une signature, tu vois. Et tu auras des gens qui vont dire « Oh là là, mais je connais ces pièces-là, c'est le sculpteur du Lot. » Et tu auras les autres qui vont te dire, tu en as d'autres qui vont dire « Ah bah, c'est bizarre, c'est comment c'est fait, on n'a jamais vu. » Ça aussi, c'est valorisant, parce que ça montre que finalement, tu apportes un truc que les gens ne connaissent pas. Et alors pourquoi tu as ce besoin d'inventer des techniques? Je pense que sans cette phase-là de recherche, je ne suis pas sûr que j'aurais fait ce métier-là. Moi, j'ai besoin de faire des choses différentes et de trouver des nouveaux matériaux. Ce qui me plaît, c'est de détourner, de chercher des trucs. Voilà. Ainsi s'achèvent mes échappées entre Cahors, la vallée du Lot et le Causse du Quercy. Je te donne rendez-vous sur mon blog pour prolonger ce voyage et découvrir mes idées d'itinéraire ainsi que quelques bonnes adresses où manger et passer la nuit. Les sculptures de Patrick sont à découvrir dans les villages du parc naturel régional des Causses du Quercy et très bientôt à Cahors où il installera son fameux Cadurcotherium, emblème de la ville. N'hésite pas à visiter sa page Instagram pour en savoir plus sur son travail. Je te recommande également de visiter les phosphatières du petit village de Bâche. Les fossiles retrouvés sur cet ancien site minier racontent l'histoire de l'évolution de la faune, des paysages et du climat du Quercy sur près de 30 millions d'années. Je te mets les infos pratiques et tous les liens utiles en description de cet épisode. Ce podcast a été réalisé en collaboration avec l'Office de tourisme Cahors Vallée du Lot. N'hésite pas à visiter leur site www.cahorsvalleedulot.com. Tu y trouveras de nombreuses ressources pour organiser ton séjour dans la région. Ainsi s'achèvent mes échappées ferroviaires en Occitanie, une série audio à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur Radio Clapas. À très bientôt pour de nouveaux voyages.